Imaginez un instant, si l'histoire qu'on nous raconte depuis toujours sur qui nous sommes, sur notre propre biologie, sur notre place dans le monde, si tout ça était basé sur une science, oui, mais une science qui date de 150 ans, une science profondément incomplète. Alors pour commencer, une question qui a l'air toute simple. Le cœur, est-ce que c'est juste une pompe? Une sorte de machine quoi, un truc qu'on peut réparer, remplacer quand ça s'use? C'est ce qu'on a tous appris, non? Mais une découverte assez surprenante est venue tout chambouler. Pour ça, il faut faire un petit voyage dans le temps. On est en 1932, à la faculté de médecine de Harvard. Et c'est là, sous l'œil d'un microscope, qu'une observation complètement inattendue a commencé à semer le doute et à poser les bases d'une véritable révolution dans notre compréhension du corps humain. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Un chercheur filme le développement d'un embryon de poussin. Et là, on voit très clairement le sang qui circule, qui bouge à l'intérieur. Sauf que, et c'est là que ça devient fou, le cœur n'est pas encore formé. Il n'y a pas de cœur, pas de pompe. Et pourtant, le sang bouge. Forcément, cette observation, ça a soulevé des questions énormes. D'abord, la plus évidente, mais comment le sang fait-il pour bouger s'il n'y a pas de cœur pour le pomper? Il se trouve que le sang a sa propre capacité de mouvement. Il crée une sorte de tourbillon. Mais ça nous amène à une question encore plus profonde, bien plus vertigineuse. Si le cœur n'est pas juste une pompe, alors quel est son vrai rôle? On pourrait penser que cette question aurait tout changé, mais non. Le monde scientifique a en grande partie mis ça de côté, préférant continuer sur la voie purement mécanique. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Il a fallu attendre presque 60 ans pour qu'une nouvelle pièce du puzzle apparaisse. Et franchement, elle est ahurissante. 40 000. Voilà, juste ce chiffre. Retenez-le bien parce qu'il va tout changer dans notre compréhension de ce que nous sommes. Alors, ces 40 000, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en 1991, des scientifiques découvrent environ 40 000 cellules très spéciales qu'on appelle des neurites sensorielles. Pour faire simple, ce sont des cellules cérébrales, de vraies cellules de cerveau. Sauf qu'on ne les a pas trouvées dans la tête, non. On les a trouvées dans le cœur humain. Oui, c'est bien ça. Ça veut dire qu'on a une sorte de petit cerveau dans le cœur. Un réseau de neurones capable de penser, de ressentir, de se souvenir, et tout ça indépendamment du cerveau qui est dans notre crâne. C'est incroyable, non? Et ce qui est encore plus fou, c'est qu'il est possible d'apprendre à faire travailler ces deux cerveaux ensemble, à les harmoniser pour qu'ils deviennent un seul système neuronal ultra puissant. Et cette idée d'une intelligence intérieure, d'une connexion profonde en nous, eh bien ça fait étrangement écho à la sagesse de nos ancêtres. Eux non plus ne se voyaient pas comme des êtres isolés. Pour eux, l'humanité faisait partie d'un tout, des grands cycles de la nature. Il ne s'agissait pas de dominer, mais de vivre en harmonie. Et c'est pile là où on se trouve aujourd'hui. Les esprits les plus brillants de notre temps sont d'accord sur un point, on vit un moment historique, un moment extrêmement rare, une convergence de cycles gigantesques qui sont tous en train de se superposer, là, maintenant, de notre vivant. De quel cycle on parle? Eh bien, il y en a 3 principaux qui arrivent à leur point culminant en même temps. Les cycles du climat, bien sûr, les cycles économiques et aussi les cycles de conflits humains. Et c'est cette convergence, cette tempête parfaite qui explique en grande partie l'instabilité et les extrêmes qu'on ressent partout dans le monde aujourd'hui. Le vrai problème, c'est qu'on essaye de naviguer dans cette nouvelle réalité avec une vieille carte, une vieille histoire. Une histoire qui nous parle de séparation, de compétition, de conflit, bref, chacun pour soi. Alors que la science la plus pointue d'aujourd'hui, tout comme les sagesses anciennes, nous dit exactement le contraire. Elle nous dit que la règle fondamentale de la nature, c'est la coopération, que nous sommes tous profondément connectés. Et cette vieille histoire, cette croyance erronée en la séparation, elle a tout influencé. Notre économie, notre rapport aux ressources, même la façon dont on envisage nos carrières. Elle nous a conditionnés et presque formatés à poser une question bien précise sur notre place dans le monde. Cette vieille question, c'est celle de la peur, du manque. C'est qu'est-ce que je peux prendre? Qu'est-ce que je peux obtenir de ce monde tel qu'il est? C'est une question qui nous met immédiatement en compétition les uns avec les autres, à se battre pour des ressources qu'on imagine limitées. Mais la nouvelle science, cette science de la connexion, elle nous invite à retourner complètement la question, à poser une question qui n'est plus basée sur la peur, mais sur le potentiel, la contribution. Et cette question, c'est qu'est-ce que je peux donner? Qu'est-ce que je peux offrir, partager au monde qui est en train de naître? Et le simple fait de changer de question, ça change absolument tout. Prenons un exemple, un cas concret, l'histoire de Ken. Ken était constructeur de maisons. En 2008, crise financière, le marché de l'immobilier s'effondre. Plus personne ne veut de maison. S'il s'était posé l'ancienne question « Que puis-je obtenir ?», la réponse aurait été « Rien ». Mais il a changé de perspective. Il s'est demandé « De quoi les gens autour de moi ont-ils besoin maintenant ?» Et la réponse, c'était d'avoir un moyen de cultiver leur propre nourriture de manière plus sûre. Alors Ken a utilisé ses compétences de constructeur
pour créer des serres modulaires. D'une crise personnelle, il a fait naître une entreprise florissante. Et c'est ça le point essentiel. C'est là que tout se joue. En mariant la science la plus avancée du XXIe siècle avec la sagesse profonde de nos ancêtres, on se donne les outils, pas seulement pour survivre à cette époque de changement extrême, mais pour vraiment y prospérer. Bon, soyons clairs, ça ne va pas se faire en un claquement de doigts. Passer d'une vision du monde basée sur la compétition à une vision basée sur la coopération, c'est un travail de titan. Ça demande un changement radical dans notre façon de penser, de voir le monde et d'agir. Mais peut-être qu'on doit changer notre idée de ce que signifie ce travail. Le grand poète Khalil Gibran a écrit une phrase magnifique. Le travail, c'est l'amour rendu visible. Et si on voyait les choses comme ça? Ce travail qui nous attend n'est pas un fardeau, c'est une chance, une opportunité de rendre notre amour visible. L'amour pour soi, pour les autres, pour le monde, en créant quelque chose de nouveau, de beau et qui a du sens. Alors, cette science du cerveau, du cœur, cette sagesse des grands cycles, tout ça nous laisse avec une dernière question. Une question qui n'est pas pour les experts ou les dirigeants, non. C'est une question pour chacune et chacun d'entre nous. Face à ce monde en pleine transformation, quelle nouvelle réalité choisissons-nous de créer ?